car il avait toutes les chances de se perdre absolument, de se dissoudre dans le magma d'une indifférenciation définitive, si son plongeon vers la brèche offerte par un miroir providentiel ne l'avait propulsé dans une dimension inconnue, tel Colomb dans la mer Océane, pour accoster sur quelque rivage d'où il vous parle à vous, jeunes gens de 20 ans, un tiers de siècle plus tard. C'est bien le seuil du monde visible qui devait être franchi. Si la fonction du stade du miroir est d'établir une médiation entre l'être et le monde, pour le gueux des rues, cette médiation ne pourra signifier une adéquation avec la société telle qu'elle se présente, ou une situation dans sa majesté structure. Bien au contraire, il s'agira pour lui d'explorer les modalités par lesquelles cette structure sociale, s'identifiant au monde, se donne pour immuable et intemporelle, éternelle, comme une divinité mensongère puisqu'elle ne permet pas de retrouver l'odeur du fleuve originel. À l'inverse, il s'agit aussi d'interroger les raisons pour lesquelles des tas d'objets très contingents et matériels, partout s'enrobent d'un ailleurs mythique, ne conduisant en fin de compte qu'à eux-mêmes. Toute question fort éloignée des programmes universitaires, n'est-ce pas? Car Lacan connote aussi son stade du miroir à une aliénation, celle du sujet pris au leurre d'une identification spatiale qui l'armure sous une identité fallacieuse, aliénante, laquelle va marquer, je cite, va marquer de sa structure rigide tout son développement mental. Il semble à ses yeux que le développement, vécu comme une dialectique temporelle, projetant en histoire la formation de l'individu, se fige dans la plupart des cas. Ce qui est ressenti au plus profond de son être par le gueux des rues. Celui-ci n'a jamais voulu d'une rupture brutale entre le monde intérieur et le monde extérieur, laquelle rupture entraîne, selon Lacan, la quadrature inépuisable des recollements du moi. Quadrature en quoi le gueux des rues s'est toujours permis de voir un symptôme propre au monde des cadres. Celle-ci, la caméra panoptique, ne peut tolérer de réversibilité dans le miroir. La tour panoptique est maîtresse de l'espace et du temps. Allez donc lui parler d'une 5e dimension. Ce sont plutôt tous les rêves, toutes les mémoires humaines, qui doivent abandonner leur cours fluide et vivant, celui du fleuve, pour s'intégrer dans les cadres de la machine au miroir, sous forme de l'industrie des fantasmes conditionnés par cette machine pour le plus vaste des marchés, celui de, je cite encore Lacan, la quadrature inépuisable des recollements du moi. Or, Jacques Lacan a détecté que le gueux des rues n'est pas relié par son langage et son comportement à ce cadre-là. Il a vu un type non branché, comme on dirait aujourd'hui. Marx dans une poche, Rimbaud dans l'autre. Le gueux des rues explore altérité et aliénation. Hors la chaîne généalogique des photos de famille. Hors cadre, hors miroir. C'est-à-dire aussi hors contrat. Non, il n'a pas vendu son âme au miroir. Il est libre. C'est la raison pour laquelle chacun sait à cet instant-là que le gueux des rues a déjà gagné l'éternité. Oui, jeunes gens de 20 ans, ce n'est pas plus compliqué que cela, l'éternité. Il suffit de plonger dans la cruche du conférencier. À gauche, la belle fille blonde. À droite, les étudiants. Le gueux des rues pose à Lacan la question. Ne trouvez-vous pas bizarre que tous ces futurs cadres, ayant passé leur journée à gratter la parole de leur maître, fassent encore des heures supplémentaires pour gratter ce que vous leur racontez? Et le maître de la parole opine, gravement. Si gravement qu'un interminable silence s'installe, laissant la plume en l'air les rangées d'étudiants. Dans ce silence, le gueux des rues s'engouffre. Il rompt le pain, prend le calice, et de son contenu baptise le maître de la parole. Le fleuve sacré, né de ce geste, est une eau vive,
qui ne saurait tarir. Nous y sommes. Nous nous y baignons. Nous nous y désaltérons. En conclusion de sa célèbre communication sur le stade du miroir, Jacques Lacan avait l'honnêteté de reconnaître que, face au sujet analysé, le praticien n'avait pas le pouvoir de l'amener à ce moment où commence le véritable voyage.